Bonjour les élèves, heureux de vous retrouver à nouveau, toujours dans le cadre du troisième module, le chevalier double, pour cette fois-ci pour une activité de révision et préparation à l'évaluation en ce qui concerne la langue. Les objectifs de notre activité sont les suivants. D'abord, réviser les acquis à propos de la complétive, le champ lexical, les champs lexicaux de la peur et les modalités appréciatives. Ensuite, vous préparez à l'évaluation. Nous allons commencer par la complétive. Donc la complétive, c'est une phrase complexe. Donc une phrase complexe, c'est quoi? C'est une phrase qui comporte au moins deux verbes. Par contre, à la phrase simple qui comporte ou bien qui se compose d'un seul verbe. Donc la subordonnée complétive est celle qui complète, que ce soit un verbe, c'est-à-dire il complète le sens d'un verbe, comme dans l'exemple je souhaite qu'elle viendra. Donc qu'elle viendra, c'est la complétive. Là, il complète le sens du verbe je souhaite. Je souhaite quoi? Je souhaite qu'elle viendra. Donc qu'elle viendra, c'est la complétive qui complète le sens du verbe souhaiter. Ou bien, il complète le sens d'un nom, comme dans l'exemple j'ai l'assurance qu'elle viendra, j'ai l'assurance qu'elle viendra. Qu'elle viendra, il complète le sens du mot l'assurance qui est un nom. Ou encore un adjectif. Je suis certain qu'elle finira ce travail. Certain, c'est un adjectif. Qu'elle finira ce travail, c'est la complétive qui vient pour compléter le sens de cet adjectif. Ou bien encore un adverbe. Malheureusement, Coluf souffre d'un caractère double. Malheureusement, c'est un adverbe. Coluf souffre d'un caractère double est la complétive qui complète le sens de cet adverbe. Ou qu'il soit le sujet d'une phrase. Que son fils arrive à l'heure lui ferait plaisir. Que son fils arrive à l'heure, donc toute cette partie, si elle complète, elle est la complétive. Et là, la fonction du sujet du verbe faire plutôt. Donc cette action, ce fait que son fils arrive à l'heure, qui lui fera plaisir. Donc là, il a le sens ou bien la fonction du sujet de la phrase. Donc la complétive peut être introduite, que ce soit par une conjonction, c'est l'exemple de je souhaite qu'il viendra. Donc c'est le que, c'est la conjonction qui introduit la complétive. Là, on parle d'une conjonctive. Ou bien un mot interrogatif. Je me demande s'il viendra. Là, c'est dans le cas de l'interrogation indirecte. Lorsqu'on passe de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte, là, on parle d'une complétive interrogative. Ou bien, elle peut être infinitive. Je veux partir à Rabat. Donc, on a deux verbes, le verbe vouloir et le verbe partir. Donc là, la complétive, il est infinitive. Ce genre de complétive, on le trouve lorsqu'il y a le même sujet. Donc, je veux partir. Donc, le sujet des deux verbes est le même. C'est pour le verbe vouloir et partir aussi, c'est le même sujet. Donc, c'est le cas où on a le même sujet qu'on utilise l'infinitif. Maintenant, passons à un exercice autour de la complétive. Alors, vous allez souligner les propositions subordonnées complétives. Vous pouvez donner la fonction de chacune de ces propositions. La première, elle est heureuse que tu aies pris le temps de lui raconter cette histoire. Donc, elle est heureuse que tu aies pris le temps de lui raconter cette histoire. Donc, vous allez souligner la proposition subordonnée complétive et vous allez bien sûr donner sa fonction. La deuxième, Oluf voit qu'il arrivera à l'heure chez Brenda. Donc, Oluf voit qu'il arrivera à l'heure chez Brenda. Donc, c'est la même chose. Vous allez souligner la complétive et donner sa fonction. Pour la troisième, mon souhait est que tu viennes. Mon souhait est que tu viennes. Et la quatrième, heureusement que tu y avais assez d'argent. Et pour la cinquième et la dernière, qu'ils partent ne m'étonne pas. Alors, dans chacune de ces phrases, vous allez souligner d'abord la complétive et ensuite vous allez indiquer sa fonction. Donc, comme on en a parlé, donc chaque complétive a bien sûr une fonction dans la phrase. Donc, vous allez signaler les complétives et leurs fonctions. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Pour la première phrase,
il est heureux que tu aies pris le temps de lui raconter cette histoire. Alors, la complétive dans cette phrase, c'est que tu aies pris le temps de lui raconter cette histoire. Sa fonction est le complément de l'adjectif heureux. Donc, la complétive, il complète le sens de l'adjectif heureux. Pour la deuxième phrase, Oluf voit qu'il arrivera à l'heure chez Brenda. Donc, la complétive, c'est qu'il arrivera à l'heure chez Brenda. Sa fonction, c'est le complément d'objet direct du verbe voir. Donc, Oluf voit quoi? Il voit qu'il arrivera à l'heure chez Brenda. Donc, il complète le sens du verbe. Il a la fonction du complément d'objet direct. Pour la troisième phrase, mon souhait est que tu viennes. Mon souhait est que tu viennes. Donc, que tu viennes, c'est la complétive, introduite bien sûr par que. Sa fonction, elle est attribut du sujet. C'est l'attribut du sujet. Pour la quatrième phrase, heureusement que tu y avais assez d'argent. Heureusement que tu y avais assez d'argent. Donc la complétive, c'est que tu y avais assez d'argent. Elle est complément de l'adverbe heureusement. Donc elle vient après l'adverbe heureusement et elle complète son sens. Donc il a la fonction de complément de l'adverbe. Pour la cinquième et la dernière phrase, qu'elle parte ne m'étonne pas. Donc la complétive, c'est qu'elle parte. Sa fonction, c'est le sujet de la phrase ou bien le sujet du verbe étonner. Donc, cette action ou bien le sens de cette complétive, il a la fonction du sujet du verbe étonner. Passons maintenant au champ lexical. D'abord, c'est quoi un champ lexical? Donc, un champ lexical, c'est l'ensemble des mots ou expressions appartenant ou bien se rapportant à la même idée. Cette idée peut être désignée par un mot-clé. Donc, un champ lexical, c'est l'ensemble de mots ou expressions se rapportant à une même idée. Ces mots peuvent être de nature différente. Donc, dans un champ lexical, on peut trouver un nom et un verbe et un adverbe ou encore des expressions. Donc, c'est ce qu'on appelle le champ lexical. Donc, il se rapporte à une même idée et peuvent être de nature différente. Exemple, on peut parler par exemple de arbitre, jouer, passer la balle, marquer un but. Donc là, on parle du champ lexical du sport ou bien du football. Ensuite, pour l'emploi ou bien l'utilité du champ lexical, alors pour l'utilité du champ lexical, elle sert à écrire un texte. Pour écrire un texte, et surtout le texte descriptif, il est utile de former d'abord en avance le champ lexical que l'on veut employer. Cela permet en général d'enrichir le vocabulaire utilisé. Donc, avant d'écrire un texte, ça nous aide, ça nous sera utile de préparer en avance le champ lexical, c'est-à-dire l'ensemble de mots ou expressions qui se rapportent au sujet ou bien au thème qu'on veut aborder. Donc, on prépare ce champ lexical ou bien ce bagage lexical en avance. Cela nous facilitera la tâche lors de la rédaction. Ça, c'est la première fonction ou bien la première utilité du champ lexical. La deuxième utilité, c'est pour comprendre un texte. Donc, il est essentiel de repérer le champ lexical dominant. Donc, pour comprendre un texte ou bien repérer le sujet ou bien le thème d'un texte, donc on repère le champ lexical dominant. Du moment qu'on repère ou bien qu'on identifie le champ lexical dominant dans un texte, on arrive à le comprendre facilement. Alors, exemple, autour du champ lexical de la peur, on a le lexique, par exemple, l'affolement. On a l'angoisse, on a l'anxiété, on a l'appréhension, la crainte, l'effroi, la frayeur, la hantise, la panique, la phobie, la terreur, trembler, frissonner. Donc, on peut avoir un ensemble de mots appartenant aux natures différentes. On peut avoir des verbes, des noms, des adverbes et des adjectifs. Pour certaines expressions, toujours en rapport avec le champ lexical de la peur, on peut parler de être pris de peur, prendre ses jambes à son cou, fuir à toutes jambes, trembler comme une feuille, ou frissonner de peur, claquer des dents, être vert de peur. Donc là, comme je viens de dire, le champ lexical, on peut avoir affaire à des mots
ou bien des termes isolés, ou bien des expressions qui se rapportent à la même idée. Les exemples qu'on vient de voir se rapportent à l'idée de la peur, que ce soit des mots ou bien des expressions. Passons maintenant à un exercice autour, bien sûr, du champ lexical de la peur. Alors, vous allez donner ces phrases dont chacune comporte un terme ou expression appartenant au champ lexical de la peur. C'est-à-dire, vous êtes amené à donner 6 phrases se rapportant au champ lexical de la peur, que ce soit qu'elles comportent des mots ou bien des termes appartenant ou bien désignant la peur, ou bien des expressions qui renvoient à l'idée ou bien au champ lexical de la peur. Alors, pour la correction de l'exercice, on va voir que 6 phrases ou bien 6 exemples. Bien sûr, vous pouvez en avoir davantage. Le conducteur est effrayé par l'apparition d'un fantôme. Alors là, le terme appartenant au champ lexical de la peur, c'est effrayé. On peut parler aussi du fantôme, parce que le fantôme, ça fait peur, donc on peut le considérer comme étant un terme appartenant au champ lexical de la peur. La deuxième phrase, son cœur battait la chamade. Donc là, on a une expression, le cœur battait la chamade, c'est pour dire qu'elle avait peur, qu'elle sentait de la peur ou bien qu'elle est terrorisée. La troisième phrase, la noire terreur habitait dans la forêt. Donc là, on parle de la terreur. La terreur, c'est un synonyme de la peur. Et la noire aussi, bon, on a la couleur noire, il renvoie à la peur et à l'inquiétude. La phrase suivante, en voyant ce monstre, il tremblait comme une feuille. Donc là, on a le monstre et on a tremblé. Donc on a le mot monstre, c'est quelque chose qui fait peur. Et trembler comme une feuille, c'est une expression qui renvoie à la peur. Donc ici, dans cette phrase, on a un mot qui appartient au champ lexical de la peur, ainsi qu'une expression. Il tremblait comme une feuille. La phrase suivante, la crainte s'empara de tous ses membres. Donc on a la crainte et s'emparer de tous ses membres. Donc on a le mot crainte, c'est la peur. Et s'emparer de ses membres, c'est une expression qui renvoie à la peur. Et la dernière phrase, la grotte suscitait l'angoisse et l'effroi. Donc on a l'angoisse et l'effroi qui sont deux termes qui renvoient à la peur et au sentiment de la peur. Toujours dans le cadre du champ lexical de la peur, on va passer à un deuxième exercice. Alors, vous allez relever dans le texte suivant les mots et expressions appartenant au champ lexical de la peur. Alors, je vais vous lire le texte. Elle était une fois une jeune femme qui avait peur de mourir. À chaque fois qu'elle y pensait, c'était terrible. Elle était terrorisée à cette idée. Chaque jour, en prenant la voiture, elle redoutait un accident qui lui serait fatal. Si elle envisageait un voyage, elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Le moindre projet rythmé avec drame, malchance, catastrophe, insécurité. C'était impossible pour elle d'apprécier l'instant présent, tant ses craintes prenaient le dessus. Oui, mais ce n'était pas tout. Elle avait aussi peur du noir. Cette frayeur ne la quittait pas depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui encore, s'il se retrouvait dans l'obscurité, son sang se glaçait dans ses veines et elle restait tétanisée sur place, incapable de faire un pas. Alors, dans ce texte, vous allez essayer de relever ou bien de souligner les mots et expressions appartenant au champ lexical de la peur. On va passer à la correction. Alors, je vais relire le texte au fur et à mesure. Bien sûr, on va relever ces expressions et ces termes appartenant au champ lexical de la peur. Elle était une fois une jeune femme qui avait peur de mourir. Là, on a avait peur. Avoir peur, donc c'est une expression, ou bien de terme qui, avoir peur, c'est une expression qu'on renvoie bien sûr au champ lexical de la peur. À chaque fois qu'il y pensait, c'était terrible. Donc terrible aussi, c'est un terme relevant du champ lexical de la peur.
Elle était terrorisée à cette idée, être terrorisée, donc c'est la peur, c'est un degré extrême de la peur, être terrorisé. Chaque jour, en prenant la voiture, il redoutait un accident. Redouter, c'est un synonyme d'avoir peur. Il redoutait, on a un autre terme, c'est redouter, il redoutait un accident que lui serait fatal. S'il envisageait un voyage, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Le moindre projet rythmé avec drame, malchance, catastrophe, insécurité. L'insécurité, ça renvoie à la peur aussi. C'est le contraire de la sécurité, donc bien évidemment c'est la peur. C'était impossible pour elle d'apprécier l'instant présent tant ses craintes prenaient le dessus. On a les craintes, c'est la peur, c'est le pluriel d'une crainte, donc c'est le synonyme de la peur aussi. Oui, mais ce n'était pas tout. Elle avait aussi peur du noir. On a aussi toujours peur et noir. Donc le noir, la couleur noire, elle renvoie à la peur, les ténèbres, l'obscurité, c'est la peur, c'est la terreur. Cette frayeur ne la quittait depuis sa plus tendre enfance. La frayeur aussi, c'est un autre terme, ne la quittait pas depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui encore, si elle se retrouvait dans l'obscurité, l'obscurité, ce sont les ténèbres, c'est la peur, ça renvoie à la peur. Son sang se glaçait dans ses veines. Là, c'est une expression, on dit le sang se glaçait dans les veines, c'est pour renvoyer à la peur. Donc, lorsqu'on a peur, on sent que le sang se glaçait dans nos veines. Donc, c'est toute une expression qui appartient au champ lexical de la peur. Et elle ressentait, elle restait tétanisée. Donc, tétanisée aussi, c'est la peur sur place, incapable de faire un pas. Être incapable de faire un pas, c'est une expression qui exprime la peur et qui renvoie à la peur. Lorsqu'on a peur, on se sent incapable de faire un pas ou bien on se sent incapable de bouger ou bien de se déplacer. Maintenant, passons aux modalités appréciatives, c'est-à-dire les modalités qui nous permettent de donner un jugement de valeur. Donc d'abord, on commence par l'appréciation positive, c'est-à-dire lorsqu'on donne un jugement positif sur une personne ou bien un lieu ou bien une affaire. Donc on parle du vocabulaire appréciatif exprimant un jugement valorisant ou favorable. Exemple, quel beau paysage. Donc là, on a beau qui a une connotation ou bien un sens positif. Et il est bon en mathématiques. Lorsque je dis de quelqu'un qu'il est bon en mathématiques, donc c'est une appréciation positive ou bien c'est un jugement positif. Ensuite, la gloire d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès. La gloire d'un bon avocat, lorsque je dis un bon avocat, c'est-à-dire je donne une note ou bien une appréciation positive. Ou bien, lorsque je dis je suis content que qu'elle parte à Marrakech, ou bien qu'elle est là, ou bien qu'elle soit là. Là, c'est une appréciation positive, c'est l'expression d'un sentiment qui est positif. Ou bien cette voiture est formidable. Donc là, on a l'adjectif formidable, donc il a un sens ou bien une connotation positive. Ou bien, j'aime beaucoup ce film. Lorsque je dis j'aime beaucoup ce film, je porte un jugement positif ou bien une appréciation positive sur ce film. Deuxièmement, l'appréciation négative. C'est tout à fait le contraire de la première partie. C'est le vocabulaire dépréciatif, exprimant un jugement dévalorisant ou bien défavorable. Donc là, on parle d'une appréciation négative. Exemple, la récolte a été mauvaise cette année. Donc on a l'adjectif mauvais ou bien mauvaise, donc elle a une connotation négative. Lorsque je parle d'une récolte mauvaise, donc je donne une appréciation ou bien un jugement négatif. Ou bien la gloire d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès. Là, on a le mauvais procès. Un mauvais procès, c'est une connotation toujours négative. Je regrette le temps passé. Là, on parle du regret. Généralement, lorsqu'on parle du regret, bien sûr, on n'est pas content. Lorsqu'on regrette, on n'est pas content, on a un sentiment qui est négatif. Je trouve au livre têtu, être têtu, c'est quelque chose qui est négatif, qu'on n'apprécie pas, qui n'est pas apprécié, qui est défavorable.
Ou bien nous condamnons cette conduite. Nous condamnons, c'est-à-dire nous donnons un jugement négatif. Nous refusons cette conduite. Là, on parle toujours, bien sûr, de quelque chose qui est négatif, qui n'a pas de valeur positive. Nous allons passer maintenant à un exercice, toujours à propos des modalités appréciatives. Donc, vous allez relever les moyens de modélisation et indiquer les modalités utilisées dans les phrases suivantes. C'est-à-dire, vous allez repérer s'il s'agit d'une appréciation positive ou bien une appréciation négative dans les phrases suivantes. Je suis indigné par son comportement, il est scandaleux. Je suis indigné par son comportement, il est scandaleux. Elle est déçue d'avoir tout raté. Elle est déçue d'avoir tout raté. Nous sommes tous fiers de ton exploit. Nous sommes tous fiers de ton exploit. En apprenant cette bonne nouvelle, elle a sauté de joie. En apprenant cette bonne nouvelle, elle a sauté de joie. Oh, c'est formidable. La marche est un sport parfait. La marche est un sport parfait. Il me sembla voir une divinité infernale applaudissant au malheur qui frappait cette maison. Donc là, dans ces phrases, vous allez repérer s'il s'agit d'une appréciation positive ou bien une appréciation négative. Maintenant, nous allons passer à la correction de l'exercice. Pour la première phrase, je suis indigné par son comportement, elle est scandaleux. Alors là, il s'agit d'une modalité dévalorisante. Il s'agit d'une modalité dévalorisante, elle est indiquée par indigné et scandaleux. Ce sont deux termes qui renvoient à l'indignation et qui ont un sens ou bien une connotation négative ou bien dévalorisante. Elle est déçue d'avoir tout raté. C'est toujours une modalité dévalorisante. On parle ici de déçu. Il est déçu, il y a une déception. Donc la déception, c'est un sentiment qui a une connotation négative. Pour la phrase suivante, nous sommes tous fiers de ton exploit. Nous sommes tous fiers de ton exploit. Là, il s'agit d'une modalité valorisante. On a une connotation positive. Être fier, c'est quelque chose de positif. C'est une connotation qui est positive. Ensuite, en apprenant cette bonne nouvelle, elle a sauté de joie. C'est la modalité valorisante. On a bonne. Avoir une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Et sauter de joie. Donc la joie, on parle de la joie lorsqu'on est content, lorsqu'il y a quelque chose de positif ou bien quelque chose de valorisant. Oh, c'est formidable. C'est toujours une modalité valorisante avec l'exclamation « est formidable ». Donc formidable, c'est quelque chose qui est… Lorsqu'on parle de quelque chose, on dit de quelque chose ou bien d'une personne qu'elle est formidable, c'est-à-dire on porte un jugement ou bien une connotation positive. La marche est un sport parfait. C'est toujours une modalité valorisante. On parle de parfait. Donc, on porte un jugement positif, un jugement valorisant sur la marche. Donc, la marche, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de parfait. On donne un jugement ou bien une connotation qui est positive et valorisante sur la marche. Et il me sembla voir une divinité infernale applaudissant au malheur qui frappait cette maison. Donc, on parle ici de infernal et malheur. Donc infernal, c'est l'adjectif qui vient de l'enfer et le malheur, c'est quelque chose qui est négatif, qui a une connotation dévalorisante. Donc on parle ici d'une modalité dévalorisante. Donc ce sont les termes utilisés ou bien le champ lexical utilisé dans chaque texte ou bien dans des phrases qui peuvent nous renvoyer à identifier ou à repérer la modalité utilisée, s'il s'agit d'une modalité positive ou bien une modalité négative ou bien dévalorisante. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien profité de cette activité et je vous rappelle bien sûr de l'importance des activités de langue. Donc, ils ont, comme vous allez le remarquer, donc maîtriser les leçons ou bien les activités de langue, ça nous permet de comprendre les textes, comme on avait vu pour le champ lexical. Donc, pour comprendre un texte, donc il faut repérer le champ lexical dominant, ça nous permet bien sûr de comprendre le texte, et pour produire nos propres textes.
Donc, du moment qu'on maîtrise les outils de langue, donc on arrive à produire des textes bien ficelés et bien organisés. Donc, on ne peut pas parler d'activité de production écrite ou bien de compréhension en dehors de la maîtrise et de la compréhension des règles de langue et d'utilisation de ces langues et de ces cours et de ces règles. Donc, je vous invite à réviser et revenir toujours en arrière sur des leçons de langue que vous aviez vues depuis le départ, même depuis le primaire, parce qu'on en aura besoin tout le temps de ces activités de langue. L'exemple de la conjugaison, on est toujours amené à conjuguer les verbes. Donc, la conjugaison, par exemple, c'est une activité de langue dont on a besoin et dont on se sert tout au long de notre parcours, même au cours des activités quotidiennes ou bien des activités journalières quotidiennes. Si par exemple, vous êtes amené ou bien vous êtes dans une situation de communication avec un francophone, donc vous devez bien sûr avoir recours à cette langue et surtout atteindre le point d'appliquer les règles sans y penser. C'est là, on parle de la maîtrise d'une langue. Alors sur ce, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.